Pour réussir la transition énergétique et numérique, la France va avoir besoin de minerais, de beaucoup de minerais. Le problème, c'est qu'elle dépend en grande partie des autres pays pour répondre à ses besoins. Alors aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on a, nous, sous nos pieds, dans le sous-sol. Le pays s'est donc lancé dans un grand inventaire de nos ressources minérales. Mais comment réaliser concrètement un tel inventaire? Sur quelles ressources se focalise-t-il et peut-on déjà envisager de les exploiter? On va tout vous raconter avec deux experts du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Vous allez voir, c'est passionnant et ça nous concerne tous. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Science en question. Aujourd'hui, on part explorer les ressources minérales du sous-sol français. Et pour nous guider dans cette exploration, nous avons le plaisir d'accueillir Blandine Courcerol. Bonjour Blandine. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Merci. Vous êtes chef de projet de l'inventaire des ressources minérales et responsable innovation et partenariat au BRGM. Alors le BRGM, je rappelle que c'est le Bureau de recherche géologique et minière. Alors Blandine, la France s'est lancée dans diverses transitions qui nécessitent beaucoup de ressources minérales, mais de quelle transition parle-t-on exactement? Alors on parle effectivement de deux transitions à minima, celle énergétique et numérique. Numérique puisqu'on a tous des tablettes, des téléphones et des ordinateurs, et énergétique puisqu'on va changer notre utilisation du pétrole, des gaz, pour aller de plus en plus vers de l'électrique. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ressources minérales. Alors si on prend plus précisément la transition énergétique, concrètement, pourquoi on a besoin de ressources minérales? Pour faire quoi? Alors, on a besoin de ressources minérales à la fois pour construire les moyens de fabriquer cette énergie, de la stocker et de la transporter. Et alors de quels minéraux, de quelles ressources minérales on va avoir besoin pour cette transition énergétique? Alors, ils sont assez variés. À titre indicatif, on va avoir besoin pour les batteries de lithium, de nickel, de cobalt, de graphite. Et on va avoir besoin jusqu'à 40 fois plus de lithium, par exemple. Pour le nickel, cobalt, on est à 25 fois plus dans les 10-15 prochaines années. Et là, c'est quelques exemples seulement de ressources minérales dont on va avoir besoin. On entend parfois parler de ressources minérales critiques ou stratégiques. À quoi ça correspond exactement en fait? Les ressources stratégiques, ce sont des ressources qui sont nécessaires à des politiques nationales, comme par exemple la transition énergétique ou la transition numérique. Ensuite, on va avoir les ressources critiques, qui sont en fait celles qu'on voit représentées sur ce schéma, qui à la fois montre des propriétés chimiques et physiques nécessaires pour l'industrie, qui montrent à la fois un risque d'approvisionnement et une vulnérabilité à l'échelle industrielle. Donc on peut avoir une criticité à la fois à l'échelle nationale, française, et à l'échelle européenne, qui soit un petit peu différente. Alors là, Blandine, je m'arrête sur ce schéma 2 minutes. C'est la matrice de criticité. Qu'est-ce que ça représente exactement? Donc sur ce schéma, on voit effectivement en abscisse le risque des approvisionnements, les aléas qui peuvent être associés à cet approvisionnement, et en ordonnée, on voit la vulnérabilité des industries par rapport à ces métaux. Les métaux sont représentés dans les petites bulles. Plus on va être sur le côté droit, et le plus en haut, et plus là on va avoir une criticité importante. Donc dans tout le domaine rouge, on est vraiment dans des métaux qui sont extrêmement critiques, alors que dans le domaine vert, à contrario, on est vraiment dans un endroit un peu plus calme. D'accord. Et alors la liste des ressources minérales qui sont critiques ou stratégiques, c'est une longue liste quoi. C'est une longue liste, elle est évolutive, elle est mise à jour assez régulièrement à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. On sait déjà combien de ressources minérales sont intégrées dans cette liste, à peu près, pour donner un ordre de grandeur? Alors, il faut savoir que sur le tableau de Mendeleïev, celui qu'on apprend à l'école, plus des 3/4 de ces éléments sont des minéraux à la fois critiques ou stratégiques. Avant d'aller plus loin, on va jeter un coup d'œil à la question qu'on a posée à nos abonnés sur Instagram pour tester leurs connaissances. La question était la suivante. En France, quelles sont les ressources minérales majoritairement extraites du sous-sol? Avec 4 propositions, les pierres précieuses, les combustibles, les sables et graviers ou bien les métaux. Qu'ont répondu nos abonnés? 78% les sables et graviers. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Effectivement, bravo. En France, on extrait dans des carrières des sables et des graviers de manière assez conséquente pour construire des maisons, toutes nos infrastructures, quelles qu'elles soient. Et pour les autres ressources, aujourd'hui, la France dépend largement d'importations d'autres pays pour s'approvisionner. On se tourne vers qui concrètement?
Alors ça dépend de ces métaux. Effectivement, pour par exemple le lithium, on a 78% du lithium qui est produit en Amérique du Sud. Pour tout ce qui est terres rares, on est presque à 99-98% produit par la Chine. Donc produit et ça veut dire extrait et processé. Ça veut dire qu'on va avoir toute la chaîne de production jusqu'au produit fini. Et là, sur la carte qu'on voit à l'écran, on voit que certains pays ont le monopole sur certaines ressources minérales. Si on prend par exemple l'exemple de la Chine, on voit qu'elle en regroupe pas mal. Exactement. Alors la Chine a à la fois la production de ces métaux et la transformation de ces métaux. Il peut y avoir également un biais sur le fait qu'elle va importer pour pouvoir produire et traiter ces métaux et être ainsi le premier exportateur du produit final. Très bien. Alors, il faut ramener tout ça dans le contexte international aujourd'hui, qui est tendu. Et du coup, parfois, les chaînes d'approvisionnement sont un peu incertaines, elles ne suivent pas. Et donc, pour se défaire un peu de cette dépendance, la France a décidé, en tout cas le président de la République a lancé en septembre 2023 la mise à jour de l'inventaire des ressources minérales. Ça veut dire qu'il y en avait déjà un avant qui avait été fait. Il date de quand cet inventaire des ressources minérales ? Alors, le premier inventaire minier, c'était son nom à l'époque, il s'est déroulé entre 1975 et 1995. Il a été réalisé en France métropole, Nouvelle-Calédonie et Guyane. Et il a été réalisé à l'issue du premier choc pétrolier où effectivement l'État, dans un souci de souveraineté, avait besoin de connaître son sous-sol et d'identifier les métaux qui étaient ceux nécessaires et critiques de l'époque, qui étaient les métaux des alliages. Donc on avait l'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, le germanium parfois, le tungstène, l'antimoine et l'or. Et donc c'est pas un inventaire qui avait couvert tout le territoire, hein. Alors, sur la Guyane, on était sur un inventaire systématique sur tout le territoire. Sur la métropole, sur l'Hexagone, on était vraiment focalisé sur tout ce qui était massif cristallin. Donc ça veut dire tous les anciens massifs que l'on peut voir sur cette carte qui sont coloriés en rouge et qui correspondent grossièrement à des roches magmatiques. On avait également toutes les Pyrénées qui avaient été investiguées et qui là sont des roches sédimentaires mais d'un certain âge. Et donc finalement, cette carte, c'est le résultat de cet inventaire, c'est ce qu'on a obtenu de manière très concrète, c'est une répartition des ressources minérales. Alors, en fait, ce n'est pas une répartition des ressources minérales, c'est une indication de présence de ces substances. À partir de cet inventaire, qui était basé sur de la géochimie essentiellement, donc on a échantillonné du sol, on a avec une maille de densité d'échantillonnage assez élevée, puisqu'on était à 2 échantillons tous les 1 km², donc c'était vraiment extrêmement resserré. On a pu mettre en évidence ce qu'on appelle des anomalies géochimiques. Ça veut dire qu'on va avoir des seuils qui sont plus élevés que ce qu'on va retrouver dans le sol de manière naturelle. Et ces seuils plus élevés nous indiquent qu'il pourrait y avoir des gisements qui peuvent être d'intérêt. Donc c'est un indice, mais ça donne aucune information, par exemple, sur la quantité qu'on pourrait retrouver dans le sol. Exactement. Il va falloir faire des études complémentaires qui, la plupart du temps, ne sont pas conduites par l'État, mais par des compagnies minières, et qui vont faire un travail de quantitatif sur ces zones pour pouvoir réellement quantifier la quantité de métal, de minerais extractables et traitables. Alors, on l'aura bien compris, ce nouvel inventaire ne part pas de zéro. On va découvrir comment il va être mené avec vous, Blandine, dans le Science en Action. Alors, la mise à jour de l'inventaire des ressources minérales françaises a débuté en 2024. Et comme on le disait, donc, il a été confié au BRGM. Quel est votre rôle, Blandine, dans ce projet-là ? Alors, mon rôle, moi, c'est chef de projet responsable innovation et partenariat. Je coordonne à la fois les différents chantiers, puisqu'on a 5 chantiers qui ont été lancés dès septembre, dès le second semestre 2024. Et ces chantiers ne présentent pas forcément les mêmes enjeux géologiques, ne présentent pas forcément les mêmes substances, et on va adapter sur chaque territoire la façon dont on va développer notre stratégie d'exploration. Et tout ça demande une certaine coordination. Alors par rapport au dernier inventaire minier, les objectifs et aussi les procédés ont un peu changé, ont un peu évolué. La première chose qui a changé, c'est les substances auxquelles on va s'intéresser. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant dans ce nouvel inventaire des ressources minérales ? Donc là,
on va appliquer des méthodes géochimiques qui vont nous permettre d'obtenir presque tout le tableau de Mendeleïev, puisqu'à la fin de l'inventaire minier, on était à 22 substances analysées dans ces échantillons, contre 66 actuellement dans les packages analytiques qu'on va pouvoir mettre en place. Donc on va vraiment aller chercher les signaux les plus faibles avec tous les petits métaux qui sont actuellement d'intérêt et qui sont critiques, mais qui n'étaient pas du tout dans le passé, et notamment dans l'inventaire minier. Et alors, est-ce que vous allez explorer toute la France cette fois-ci, ou est-ce qu'on se concentre sur des zones bien précises ? Donc non, on ne va pas faire toute la France. Là, on s'est focalisé essentiellement sur 5 zones, qui sont les Vosges, le Morvan-Brévennes, Massif central dans son entièreté, et toute la zone Pyrénées-Cévennes pour l'Hexagone, et puis toute la zone nord-guyanaise. Et pourquoi on a choisi ces zones-là en particulier ? Alors déjà, on a défini ces zones pour avoir un continuum scientifique. C'est-à-dire que là, on a défini des ensembles qui nous permettent de définir une géologie, de comprendre la métallogénie, donc comment ces gisements vont se former dans ce massif spécifique. C'est pour ça qu'on a eu à cœur de vraiment avoir des blocs géologiques cohérents pour pouvoir permettre d'augmenter notre connaissance tout simplement du sous-sol, puisque le sous-sol français finalement est très peu connu, puisque durant l'inventaire minier, les zones d'investigation étaient extrêmement faibles et surfaciques, comme j'ai pu l'expliquer. Vous parliez de substances qu'on allait regarder et qui n'étaient pas forcément critiques à l'époque du premier inventaire. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples ? Par exemple, on va regarder tout ce qui est indium, gallium, germanium de manière systématique, et qui sont des métaux nécessaires à notre transition énergétique, qui n'étaient pas du tout, ou très très peu, jusqu'à la fin du dernier inventaire dans notre inventaire. C'est pas simplement de faire un inventaire de substances, ça va être aussi de comprendre la mise en place des différents gisements, de comprendre la cohérence par rapport au terrain géologique, et aussi d'apporter de la connaissance qui puisse contribuer à d'autres sciences que simplement la géologie, notamment par exemple l'eau ou les risques, par exemple pour le Nord Guyane. Là, on a des contextes géologiques différents entre l'Hexagone, la Guyane. Qu'est-ce que ça représente comme intérêt, ça, d'avoir des contextes aussi différents ? Alors, chaque zone représente des orogènes. Des orogènes, c'est la mise en place de montagnes, grossièrement, c'est la mise en place de montagnes. En hexagone, on est plutôt sur des environnements bas risque, donc relativement jeunes. Et puis sur la Guyane, on va être sur des environnements paléoprotérozoïques, donc relativement vieux. Il faut savoir que d'un point de vue métallogénique, donc métallogénie, c'est la définition des gisements et comment ces gisements se produisent et vont pouvoir être reproduits par ailleurs. On va essayer de comprendre que plus un orogène est ancien ou affecté par plusieurs remobilisations, plus les métaux vont être nombreux et en quantité. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chercher les mêmes métaux en Guyane qu'on va les chercher dans les Pyrénées. On va avoir des substances qui sont déjà spécifiques au terrain géologique, de par leur nature. Et puis ensuite, à la suite des différents événements, le métamorphisme, ça veut dire qu'au cours du temps, on va chauffer, on va enfouir. Et tout ça va permettre d'avoir une sorte de distillation des différents métaux. Et on va enrichir certaines zones plus que d'autres. Et c'est pour ça que dans ces massifs qui ont été identifiés, ce sont déjà des zones où on sait qu'il y a un fort potentiel de découverte. Alors, est-ce qu'on va aller chercher en profondeur ? Est-ce qu'on va aller creuser même ? Alors, cet inventaire n'est absolument pas invasif. On va, par rapport au premier inventaire, mettre en place des levées géophysiques. Ces levées géophysiques plutôt aériens, puisqu'on va être vraiment dans une phase d'exploration stratégique, donc vraiment à une maille régionale. On va faire une sorte d'imagerie médicale du sous-sol jusqu'à 1 km, disons 500 mètres de profondeur, pour pouvoir comprendre les différentes zones préférentielles de fractures, de magma, de bassins sédimentaires. Ouais, c'est comprendre la structure du sous-sol. Exactement. L'organisation des différentes couches géologiques. Alors, peut-être pas des différentes couches, mais des différentes lithologies, et de comprendre clairement leur mise en place et leur remobilisation au cours du temps. Et alors, donc ça va se faire depuis les airs. C'est étonnant. Comment on va procéder finalement ? Alors en fait, pour les méthodes aéroportées, on a des avions, on a un hélicoptère qui transporte des émetteurs et des détecteurs. Et en fait, ils vont envoyer des ondes qui vont permettre de réceptionner
la réponse de ces ondes lorsque les ondes vont parcourir le sol. Et on va inverser le signal, on va analyser ce signal et on va essayer d'interpréter avec la carte géole, qui elle est une représentation surfacique, notre interprétation en profondeur. Un peu comme on fait avec une échographie finalement. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment la nouveauté par rapport au dernier inventaire minier ? Exactement. Ça n'était pas dans l'inventaire minier. Et c'est important puisqu'en fait, on ne peut pas comprendre une mise en place et une profondeur de mise en place de certaines minéralisations si on n'a pas cette échographie du sous-sol. Vous allez faire que des campagnes aéroportées ou est-ce que vous allez aussi aller sur le terrain pour justement avoir ces informations géophysiques ? Alors pour la géophysique, essentiellement ce sera aéroporté. On peut avoir des campagnes au sol, mais ce sera anecdotique et vraiment sporadique et ce sera simplement des capteurs qui seront posés au sol et on enverra un signal électrique qui pourra, ou par exemple, réceptionner avec des récepteurs, et on va pouvoir réceptionner la réponse. Oui, j'imagine que l'intérêt des campagnes aéroportées, c'est qu'on peut aussi balayer une plus grande surface. Exactement. Et surtout parce qu'on est vraiment dans une phase régionale d'exploration, on ne cherche pas à aller chercher une maille très très fine dans notre interprétation. On est vraiment dans une maille, là pour nos vols, on est à peu près à 400 mètres d'espacement de ligne de vol. C'est-à-dire qu'on va avoir des informations sur des cubes ou des carrés de 400 mètres sur 400 mètres. Quoi, en gros. Voilà, grossièrement c'est ça. Alors vous allez quand même compléter ces campagnes géophysiques par des campagnes géochimiques. Là j'imagine l'idée c'est d'aller s'intéresser plutôt à la composition du sous-sol. Alors pour cette campagne géochimique, tout d'abord on va utiliser les précédents échantillons de l'inventaire minier qu'on a conservés par endroits et on va pouvoir les analyser, les réanalyser, avec les nouveaux packages analytiques dont j'ai évoqué tout à l'heure. L'idée, c'est que maintenant, on a des technologies beaucoup plus puissantes et performantes, Exactement. et donc on ne va pas aller ressonder tous les terrains, on s'appuie sur ce qu'on a déjà, quoi. Il y a un héritage qu'on peut réanalyser. Alors, on ne sonde pas, j'appuie sur ce... En fait, la matière que l'on utilise, ce sont des boues annuelles dans les rivières et dans les petits méandres qu'on va... quand on est enfant, très souvent, il y a des boues qui sont très douces quand on met les pieds dans l'eau. Un peu vaseuse. Exactement. Et bien, c'est exactement ça que l'on échantillonne. On récolte en fait. On va récolte, pas exactement. On creuser. ne creuse pas. On récolte à la main et on l'analyse. Et donc effectivement, les zones où on n'a pas pu conserver les échantillons de l'inventaire précédent, on va rééchantillonner ces bouts annuels et on va pouvoir les envoyer analyser. Est-ce que vous allez quand même faire de nouveaux prélèvements sur le terrain Oui. quand ce sera besoin? Parce que les terrains ont un peu évolué aussi. Je pense qu'environ 60%, 70% des zones vont être réanalysées sur la totalité des 5 chantiers, mais quand même 30% correspondent à des échantillons de notre patrimoine que l'on va réutiliser. Et qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ces échantillons? Donc on les emmène en laboratoire et on fait des analyses pour savoir ce qu'ils contiennent. On va voir les différentes substances qui les composent et à partir de là, on va faire un travail géostatistique et puis on va définir des zones donc d'anomalies, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, où là, on va essayer d'aller, suivant les bassins versants des différentes rivières, essayer de faire des petits patatoïdes, on appelle ça. Alors, ça ressemble à des petites patates. Et on va essayer de définir des zones préférentielles de mise en place de ces substances. Mais alors là, on est très en surface. Exactement. La géochimie, on est en surface. La géophysique, on a une signature, une imagerie profonde. Donc en fait, notre travail ensuite, ça va être en tant que géologue et en tant que service géologique, de mettre autour de la table à la fois les géophysiciens, les géochimistes, les géologues, et de faire une interprétation en 3D de à la fois cette signature surfacique et de cette signature de couche première couche du sous-sol. Est-ce que vous allez aussi utiliser des nouvelles technologies? On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, c'est de plus en plus utilisé. Est-ce que ça, c'est un outil sur lequel vous allez vous appuyer pour mettre en corrélation toutes ces informations, toutes ces données? Ça va faire quand même un paquet d'informations pour finalement les faire parler. Est-ce que vous allez utiliser ça? Alors, on va utiliser beaucoup l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de mots derrière. Ouais.
c'est un peu la boîte magique. Mais en fait, on a plusieurs leviers qui nous permettent de gagner du temps par rapport à la digestion effectivement d'informations. Parce qu'on ne part pas de rien. On a déjà cet inventaire minier qui a été extrêmement productif. De 1975 jusqu'à 1995, il y a eu un certain nombre de documents qui ont été réalisés. Donc il faut qu'on se réapproprie ces données bibliographiques. Et donc effectivement, on peut avoir affaire à des utilisations d'IA pour digérer cette information et nous aider à extraire le plus d'informations de qualité. Et puis, on va aussi utiliser beaucoup de développement numérique pour être plus performant dans la façon de traiter nos anomalies géochimiques, d'être plus rapide aussi pour traiter nos signaux géophysiques et puis nous faire gagner du temps puisqu'en fait cet inventaire, ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'il va être réalisé sur 5 ans. Et on est déjà à la 2e année. Donc en fait, le temps passe vite et il faut qu'on soit le plus performant possible et le plus qualitatif parce qu'effectivement, il faut qu'on arrive à montrer qu'il y a un intérêt sur le territoire, sur certaines substances. Alors il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'en amont de toutes ces campagnes géophysiques et géochimiques, il y a tout un travail de synthèse des connaissances et des données historiques, vous l'avez dit, on ne part pas d'une feuille blanche. Ça, c'est le travail qui a déjà été mené sur les 2 premières années ? On est en train de le finaliser, effectivement, sur chacun des chantiers, donc les Vosges, Morvan-Brévennes, Massif central, Pyrénées-Cévennes et Nord-Guyane. Et on est dans un travail analytique de ces données qui nous sont mises à disposition. Donc effectivement, on a déjà investigué tous les levées géochimiques, géophysiques, géologiques qui sont mis à notre disposition. Dans l'ancien inventaire minier, contrairement au nouveau, il y avait aussi des données de forage. Donc on peut aussi bancariser ces connaissances qui sont du sous-sol pour le coup et qui peuvent nous apporter un éclairage aussi de validation par rapport à ce que notre levée géophysique va pouvoir nous donner. Donc effectivement, sur tous les chantiers, ce travail a été réalisé. Et donc là, on est vraiment dans la phase où on va pouvoir aller sur le terrain de manière un peu plus sereine parce qu'on sait ce qu'on cherche suivant la différente nature du sous-sol. Alors vous n'allez pas être seul pour faire tout ce travail-là, vous allez être accompagné d'acteurs, de différents acteurs. Comment ils vont participer et qui sont ces acteurs finalement qui vont vous aider ? Alors sur chaque secteur, on a essayé, dans la mesure du possible, de travailler avec des acteurs locaux, des universités locales. À titre d'exemple, sur la Guyane, on essaye de travailler avec des alternants de l'université d'une formation géologique. On essaye aussi de mettre en place des formations diplômantes pour des prospecteurs. On essaye que tout le monde puisse se saisir du projet pour que ce soit un projet national, puisque c'est concrètement un projet national et qu'on a été mandaté par l'État pour le réaliser. Et on voudrait que tout le monde puisse se saisir de ce projet, que tous les acteurs, que tous les étudiants des écoles de géologie puissent aussi bénéficier de ces connaissances et de la chance de pouvoir travailler sur ce projet, puisque ça avait été le cas notamment dans le premier inventaire minier où beaucoup de gens ont fait les petites mains avant d'être des retraités du BRGM. Et en ce moment, ils sont très contents de pouvoir nous donner quelques petites anecdotes sur leurs études lorsqu'ils étaient petites mains pour l'inventaire minier. Et alors concrètement, à la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Une nouvelle carte finalement, mise à jour de ces différentes zones avec les potentielles substances qu'on pourrait trouver ? C'est une des finalités, effectivement, avoir une carte, comme on a pu le voir tout à l'heure, avec les différentes zones qui pourraient être d'intérêt, qui sont d'intérêt à investiguer et aller plus en détail. Nous, notre rôle au sein du BRGM, c'est vraiment l'exploration stratégique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de cette exploration stratégique, on ne peut pas ouvrir une mine. Il y a encore beaucoup d'étapes qui sont nécessaires et c'est après à l'État de pouvoir aller plus loin sur ces démarches. Très bien, merci beaucoup Blandine. On n'a plus qu'à patienter un petit peu avant d'avoir les premiers résultats. En attendant, on vous propose un vrai ou faux. Ça va vous faire patienter quelques minutes, mais c'est déjà ça.
Alors le principe est simple, on va afficher 3 affirmations et Blandine, on va vous demander de nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. À la maison, vous pouvez jouer aussi, on vous laisse 5 secondes, mais ça va aller très vite, donc il faut être réactif. On commence avec la première affirmation. Les métaux peuvent se recycler à l'infini. Alors Blandine, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors c'est faux. Quand on va utiliser un métal, on va le combiner la plupart du temps avec une autre substance. Et plus on va l'utiliser et le retraiter, déjà on n'a pas forcément des procédés d'extraction et de recyclage de l'entièreté de ces métaux et des alliages. Et il faut bien penser qu'on va perdre à chaque fois en rendement par rapport à ce recyclage. Quand je recycle 1 gramme d'un métal, à la fin, j'ai pas 1 gramme du même métal. Non. On passe à la deuxième affirmation. L'un des plus grands gisements de lithium au monde a été découvert en France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, c'est vrai et faux. C'est les deux. Exactement. Tout d'abord, parce qu'il faut savoir qu'on a plusieurs typologies de gisements de lithium. On va avoir des gisements dits type salar, qu'on va retrouver en Amérique du Sud, dans des grands bassins évaporitiques. Et on va retrouver des gisements, basiquement, de type magmatique, où là on va avoir des granites qui sont enrichis en lithium. Et effectivement en France, il y a le granit des Chassières qui est enrichi en lithium et qui est d'une taille conséquente et avec un tonnage effectivement conséquent en lithium. On le trouve où en France? Dans le Massif central, dans le nord du Massif central. Alors troisième affirmation, les gisements de métaux peuvent se reconstituer en quelques années seulement. Donc là encore, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. On est vraiment à l'échelle géologique et pour former un gisement, il faut beaucoup de temps. On parle en millions d'années. À titre indicatif, les Alpes, qui est le dernier orogène en France, est celui qui est le plus appauvri en métal comparé aux autres, puisque c'est le plus jeune. Et dans quelques millions d'années, il sera également enrichi en métal. Probablement, comme j'ai pu l'expliquer sur la Guyane, où on a ce temps géologique qui se passe et qui permet de purifier et d'augmenter le tonnage de certains métaux. Et donc, il faut beaucoup d'années, des millions d'années pour former un gisement. On n'est pas sur une ressource renouvelable facilement, quoi. Non, pas facilement. Bon, merci beaucoup Blandine pour toutes ces explications. Alors évidemment, une question reste en suspens. Que fait-on une fois qu'on connaît les ressources minérales à disposition? Est-ce qu'on les extrait? Et si oui, comment? Et quels sont les enjeux derrière? Dans un instant, on va creuser toutes ces questions sans mauvais jeu de mots avec notre nouvel invité. Lui aussi travaille au BRGM pour l'inventaire des ressources minérales. On va parler extraction et souveraineté. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour Karim Ben Slimane. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en Question. Vous êtes directeur du projet d'inventaire des ressources minérales et président de BRGM Explore. Est-ce que vous vous connaissez bien avec Blandine? On travaille au quotidien ensemble, donc on est en parfaite complémentarité. Comment justement vous vous complétez? Alors Blandine est une spécialiste de la question puisqu'elle est métallogéniste et elle a pas mal d'années d'expérience déjà en la matière. Moi je suis plus un spécialiste de la gestion de projets. Donc on se complète, c'est un projet qui est important pour le BRGM, il y a plusieurs dizaines de personnes qui travaillent sur ce projet, il y a des partenaires extérieurs comme Blandine a pu le développer, donc pour coordonner tout ça, 2 personnes, ce n'est pas de trop. C'est pas trop. On l'a évoqué en introduction avec Blandine, un des objectifs de cet inventaire, c'est à terme de sécuriser l'approvisionnement de la France en ressources minérales pour atteindre une situation de souveraineté. Et c'est devenu un sujet particulièrement urgent au vu du contexte géopolitique qui est assez compliqué actuellement. Ma question, c'est comment en est-on arrivé là, à ce contexte de tension sur les ressources stratégiques? Le problème, il ne date pas d'hier. Il ne date pas d'hier, vous avez raison. Ça a été une stratégie ou plutôt une politique qu'a appliquée l'Union européenne et l'État français qui était de dire les ressources minérales, elles ne sont pas si abondantes que ça sur nos territoires. Il y a des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux. Il est plus simple d'importer, de faire confiance au marché. Donc c'est ce qui a été fait à partir du milieu des années 80. Et un certain nombre de crises qui ont eu lieu dans les années 2000 ont montré qu'effectivement, on était extrêmement sensible et fragile vis-à-vis de l'approvisionnement en minéraux. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces grands événements internationaux? Il y a 3-4 grands événements. Si je parle du plus récent, c'est la politique très agressive qu'ont les États-Unis actuellement
sur les ressources minérales. Ils considèrent que c'est un enjeu important pour eux et on a vu les déclarations en la matière. Et il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui a touché par exemple l'approvisionnement j'ai un trou de mémoire là. En titane. Donc l'approvisionnement en titane qui est un élément essentiel pour notre industrie spatiale et de défense. Et si je remonte plus en arrière, vous avez eu la crise du Covid qui a montré que les approvisionnements étaient à flux tendu et le moindre grain de sable pouvait mettre à bas notre industrie. Et si on remonte en avant, il y a eu l'échouage d'un bateau dans le canal de Suez, l'Ever Given, qui a bloqué les approvisionnements. Et enfin, le dernier événement qui date du début des années 2000, je crois que c'était en 2008-2010, il y a eu un problème diplomatique entre la Chine et le Japon. Et la Chine a bloqué, a refusé d'exporter les métaux, les terres rares, vers le Japon. Et ça a touché l'industrie de l'électronique du Japon. Donc on voit que quand on repose exclusivement sur les importations, c'est dangereux comme modèle. Et évidemment, si ces crises à l'étranger ont aussi impacté l'Europe, c'est parce qu'on ne produit pas nous-mêmes nos ressources minérales. Mais cette décision de reposer très largement sur les importations, elle ne vient pas de nulle part. C'est ce qu'on appelle une politique not in my backyard, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a eu effectivement la prise de conscience que les contraintes environnementales des mines, entre guillemets à l'ancienne, posées. Les populations ne voulaient plus avoir uniquement le côté négatif de l'exploitation minière. Il y a le fait aussi que économiquement c'était plus rentable d'exploiter ailleurs, des gisements plus faciles, etc. Donc petit à petit, ça s'est mis en place que le marché allait tout réguler et on avait des matières premières produites ailleurs. Alors le not in my backyard, c'est que comme c'est pas à côté de chez moi, je ne regarde pas dans quelles conditions c'est exploité, tant d'un point de vue social qu'environnemental. Donc on a finalement décalé le problème à d'autres pays. Exactement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette politique, donc, elle est risquée, qu'elle ne permet pas de sécuriser l'approvisionnement en toutes circonstances. Et donc, face à ce constat, la France et l'Europe sont en train de changer de stratégie. Évidemment, faire un inventaire des ressources minérales fait partie de cette nouvelle stratégie. Quelles sont les autres initiatives nationales et européennes qui ont été prises pour gagner en autonomie ? Il y a plusieurs initiatives. La première qui a été mise en place, c'est d'avoir, et c'est les Français qui ont démarré, il me semble, c'est d'avoir un observatoire, l'OFREMI, qui, en temps réel, examine la criticité d'un certain nombre de matériaux et fait de la prospective, fait des simulations sur l'évolution des marchés et l'évolution de la demande. La deuxième, et là le BRGM avait pris de l'avance en la matière, c'est le recyclage. Puisque avec la fin de l'exploitation minière, le BRGM a recyclé en quelque sorte, a fait évoluer ses équipes qui travaillaient sur le traitement du minerai dans le recyclage et dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et avec des gens qui ont produit des brevets, qui ont inventé de nouveaux procédés. Donc le recyclage fait partie d'une partie de la solution. La troisième solution, c'est celle d'une diplomatie minérale, c'est de ne plus dépendre d'un ou deux pays dans nos approvisionnements. Et cette diplomatie minérale n'est pas que d'aller rechercher des matières minérales dans certains pays, mais c'est aussi d'aider ces pays à les valoriser, à avoir une filière de raffinage et de traitement sur place, pour ne pas envoyer nos minéraux à l'autre bout de la planète, pour qu'ils soient raffinés à 3000 km de l'autre côté, et qu'ensuite on les ramène en Europe, donc pour minimiser l'empreinte carbone de tout ça. À l'échelle européenne, dans cette stratégie, on a aussi un texte qui a été défini et qui a été approuvé définitivement en 2024, qui s'appelle le CRM Act, le Critical Raw Material Act, donc le règlement sur les matières premières critiques. Et c'est un texte qui a des objectifs très définis à horizon 2030, des objectifs qui sont ambitieux, il y en a 4. Il faudrait d'ici 2030 qu'au moins 10% de la consommation européenne en matières premières stratégiques soit extraite dans l'Union européenne, qu'au moins 40% soit transformée au sein de l'UE, qu'au moins 25% proviennent du recyclage et que pour chaque matière première stratégique, l'UE ne dépende pas à plus de 65% des importations d'un seul pays. Donc là, on a 3 grands leviers. Il y a recycler ce qu'on a, diversifier nos importations et produire nos propres ressources. On en est où aujourd'hui de ces 3 aspects-là? Est-ce qu'on s'approche des objectifs qui ont été fixés? Alors, comme vous l'avez dit, ils sont très ambitieux. Alors,
un des moyens, c'est l'inventaire dont on vient de parler abondamment. La R&D qu'on met en place en termes de recyclage, qui a fait d'énormes progrès. Je crois que dernièrement, il y a eu la première pierre qui a été posée à Pau pour une usine de recyclage des batteries. Donc voilà, on est en train ça avance. Et la diplomatie minérale avance aussi. La France a signé, avec un peu le drapeau ou l'aide de l'Union européenne, des accords de partenariat avec un certain nombre de pays. On peut citer la Côte d'Ivoire, la République du Congo, la Mongolie, le Kazakhstan. Donc on essaye je crois même certains pays d'Amérique latine aussi, le Chili, je pense aussi. Donc voilà, tout se met en place. Alors je ne suis pas certain qu'en 2030 on atteigne ces fameux chiffres objectifs, mais le plus important c'est qu'il y a une tendance à aller vers ces objectifs. Et évidemment, pour gagner en souveraineté, en autonomie, la question de la production de nos propres ressources, elle se pose forcément. Mais on l'a dit, en France, voilà, depuis le début des années 2000, on exploite plus grand-chose sur notre sol. On exploite quand même des sables, de la bauxite, du sel et de l'or en Guyane, mais on a mis un coup d'arrêt à l'industrie minière pour différentes raisons, humaines, environnementales, économiques, comme vous le disiez. Si demain on voulait exploiter ces ressources stratégiques, ça passerait probablement par la rouverture de mines et d'installations pour transformer les ressources. Est-ce que c'est ça le projet? Est-ce que c'est d'actualité aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, la première des choses, c'est de savoir ce qu'on a sous nos pieds. Et donc d'avoir une acquisition de données scientifiques de bonne qualité qui, en plus, pourront servir à la nation sur d'autres enjeux. On a parlé tout à l'heure des risques naturels et des eaux souterraines, parce que le problème de l'eau est aussi de plus en plus crucial. Donc ces données seront disponibles. L'État va probablement faire l'équivalent d'un appel d'offres pour que des compagnies minières déposent des permis d'exploration qui vont faire le travail de qualification de la ressource, dire si vraiment les cartes de potentialité que le BRGM va produire existent vraiment, vont faire les études économiques, voir si c'est rentable ou pas, et ensuite il y aura un dépôt de concession pour aller jusqu'à une autorisation de travaux miniers et d'ouverture de mines. Donc on est sur des échelles de temps qui sont quand même si l'Union européenne propose de raccourcir les délais d'instruction de ces dossiers, c'est au moins 10 à 15 ans. Donc on est plutôt sur un objectif à moyen terme, voilà. Mais on s'y dirige quand même à un rythme lent, mais c'est vers ça qu'on va finalement. C'est vers ça qu'on va, l'Europe va vers ça. C'est évidemment un sujet sensible, on l'a dit, voilà, il y a tout un imaginaire autour des mines, il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce qu'on a tiré des leçons quand même de nos expériences précédentes? Est-ce que notre expérience aussi de l'après-mine et de toute la gestion des conséquences de cette exploitation-là pourrait nous permettre d'envisager une exploitation plus durable des ressources à l'avenir? Oui, c'est vraiment un objectif qu'on se donne. Il y a deux éléments là-dessus. Il y a le retour d'expérience immédiat qu'on a des conséquences de nos anciennes mines. Donc on sait qu'il faut prévoir la fin de la mine dès le projet de conception pour mieux gérer les déchets, avoir des procédés d'abord qui en produisent le moins possible, avoir des procédés qui sont moins consommateurs d'énergie, moins consommateurs d'eau. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très concret. Et puis, essayer d'avoir... il y aura toujours un impact. L'impact zéro n'existe pas. Mais d'avoir l'impact qui soit le plus recevable possible par les populations qui vivent autour de cette mine. Et un des éléments aussi que j'ai oublié de citer, c'est le code minier qui a extrêmement durci les instructions de dossier par rapport aux impacts environnementaux et qui en plus impose la constitution de garanties financières pour que les compagnies minières puissent réhabiliter le site à la fin de l'exploitation, ce qui n'existait pas avant. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire une fois que l'exploitation sera finie? Ça doit être dans le dossier de demande d'autorisation. Est-ce que l'idée, c'est aussi d'inclure un peu plus, d'avoir un processus un peu plus démocratique? Effectivement, vous avez raison, c'est un des deuxièmes points qui est à part l'aspect réglementaire et garantie financière, c'est qu'il y ait des enquêtes publiques à tous les stades et même ensuite, pendant la phase d'exploitation, des commissions de suivi de sites où les populations, les associations pourront avoir un droit de regard sur les mesures d'impact environnemental et avoir un dialogue avec l'exploitant et l'administration.
Par le passé, il y a aussi eu plusieurs accidents liés à l'accumulation de déchets derrière des digues, par exemple. Est-ce que c'est des choses auxquelles on pourrait réfléchir aussi, d'essayer de limiter l'impact et les risques qu'il peut y avoir autour de ces mines? Alors, ça passe par ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est avoir des procédés qui, d'une part, minimisent la production de déchets. Il y en aura toujours un peu. Et réfléchir à l'utilisation de ces déchets dès l'amont, notamment, soit pour les valoriser, parce qu'on sait que les réutiliser, soit pour les utiliser d'une manière pour améliorer la sécurité des chantiers, lorsqu'on est dans des mines souterraines, par exemple, pour remblayer les excavations souterraines. Donc vous le disiez, ce n'est pas encore d'actualité, on ne va pas rouvrir des mines demain, mais on commence déjà à y réfléchir et aujourd'hui certaines technologies comme les jumeaux numériques permettent de faire des simulations informatiques très réalistes de différents phénomènes ou systèmes. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, utiliser ce genre d'outils pour concevoir plus intelligemment les futures exploitations? Alors c'est pour les concevoir et aussi dans le dialogue sociétal que vont avoir les sociétés qui vont demander des autorisations, ils vont vraiment pouvoir représenter en 3D et le citoyen qui aura un avis à donner pourra voir ce que ça représente réellement en 3D. On pourra lui dire, on parlait tout à l'heure des digues de déchets, si on dit on en fait une, où est-ce qu'on l'a fait? Si on n'en fait pas, que vont devenir ces déchets? Ça va être très concret avec des scénarios d'exploitation, des scénarios de process. Et on aura, on espère, un dialogue bien plus itératif et avec la société civile. Bon, merci beaucoup Karim, on y voit plus clair. Justement, on a voulu connaître, nous, l'avis du public sur cette question précise de l'extraction et de la réouverture des mines. Donc on est allé leur poser la question dans la rue. On leur a demandé, faut-il envisager de rouvrir des mines si notre sous-sol contient des ressources minérales d'intérêt? Écoutez leur réponse. Je pense qu'il y a deux façons de voir la chose, Donc, exploiter des mines, ça peut être des ressources supplémentaires, ça peut être une source d'emploi, une source d'activité. Économiquement, ça peut être intéressant. Après, écologiquement, et je ne suis pas un expert en écologie, je ne suis pas sûr que ce soit franchement une très bonne chose. Alors qu'on ferme des mines de charbon, je ne sais pas ce que ça voudrait dire ouvrir des mines, Ouais. Je pense que tant que c'est encadré au niveau des normes environnementales et que c'est bien encadré au niveau législatif, ça ne devrait pas poser de problème. Après, aussi vérifier l'impact environnemental que ça. Est-ce qu'au final, on a plus de bénéfices à exploiter ces mines que de risques pour la santé des travailleurs qui seront dedans? C'est des choses à voir aussi, à évaluer sur 5, 10, 15 ans. La question, elle dépasse celle d'ouvrir des mines. Si on dit on est pur, on n'ouvre pas de mines, et donc on continue à importer des minerais produits n'importe comment et de plus en plus d'hyper loin, c'est nul. Et si en même temps on dit oui, on ouvre des mines, mais en parallèle on met en place une révolution culturelle et des nouvelles manières, des nouveaux rapports avec la marchandise et avec les matières premières qui composent ces marchandises, là peut-être que ça vaut le coup d'ouvrir des nouvelles mines. Je pense que ce serait mieux que l'on essaye de mieux peut-être recycler ce que l'on a, parce que le lithium notamment, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont actuellement peut-être pas réutilisés après, donc c'est peut-être ça qu'il faut aussi creuser. Blandine, Karim, une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre? Karim? Je trouve que c'est plein de bon sens et ils ont repris quelques éléments qu'on a discutés ensemble. La dame qui disait si c'est bien cadré au niveau environnemental et bien cadré au niveau législatif, réglementaire donc, pourquoi pas. Donc, c'est une inquiétude qui revient pas mal, l'environnement. Si on devait refaire une exploitation, la question des normes environnementales, elle est prioritaire. Oui. Et c'est un peu ce que le Code minier a essayé de faire, la nouvelle version. Et qu'est-ce que vous pensez de la personne qui dit que la question va bien au-delà de se dire oui ou non pour l'ouverture des mines et que c'est plutôt une réflexion sur la manière de consommer? On pourrait rouvrir des mines à condition que finalement on revoie un peu notre rapport justement aux ressources minérales qui sont nécessaires pour produire tous les objets qu'on consomme. Effectivement, on est dans une société consommatrice et on peut se poser la question de revoir ces mœurs et les dogmes qui sont associés à cette société. À l'heure actuelle, malheureusement, on est quand même engagé dans des transitions qui vont un petit peu à l'encontre de cette décroissance qui peut être
nécessaire et elle doit être réfléchie, mais effectivement, on est quand même pour le moment dans une phase de croissance plutôt que décroissance. J'ai trouvé les questions assez riches, les réponses assez riches, parce qu'ils ont parlé qu'il faut qu'on se pose des questions sur les exploitations, not in backyard, n'importe comment, avec des conditions environnementales dégradées. On a tous les images du cobalt qui est exploité en RDC autour des Grands Lacs par des enfants, avec des milices armées qui font travailler ces enfants. Ils ont posé la question du cadrage environnemental, du cadrage législatif, de se poser la question, ce que vient de dire Blandine, sur notre société aussi. Il faut qu'on se repose des questions sur notre manière de consommer. Je trouve que c'est plein de bon sens, ces réponses. Le recyclage. Et le recyclage, qui a été complet. Ils ont une vision assez complète. Ah ouais, ils ont abordé tous les sujets. Bon, alors maintenant on va s'intéresser un peu plus à votre parcours respectif pour comprendre comment vous en êtes arrivé là. C'est notre séquence en coulisses. Alors au début de cette séquence, on aime bien jouer avec vous. On va donc vous laisser 30 secondes top chrono à chacun pour nous présenter vos parcours. Blandine, c'est vous qui commencez, donc dès que vous êtes prête, on lance le chrono. Est-ce qu'on peut y aller ? On y va. C'est parti. Donc j'ai obtenu un bac S option SVT il y a quelques temps déjà. Ensuite, j'ai effectué un diplôme d'ingénieur en France. Et puis ensuite, j'ai effectué une thèse au Canada sur des ressources minérales, sur l'or. J'ai travaillé pour des compagnies minières au Mexique et au Canada. Et puis ensuite, je suis rentrée au BRGM pour faire une inventaire papier sur le lithium. Ah ouais. Est-ce que vous voulez finir peut-être ? Et depuis, je suis chef de projet de l'inventaire des ressources minérales. Bravo Blandine. Karim, on passe tout de suite à vous. Même règle. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêt, on y va. Top chrono. Donc je suis ingénieur civil des mines, de l'école des mines de Saint-Étienne, et j'ai fait l'essentiel de ma carrière autour des risques liés à l'utilisation du sous-sol, tant au niveau minier, puisque j'ai travaillé sur les chantiers miniers profonds de charbonnage. J'ai travaillé aussi sur les risques résiduels des anciennes mines, ce qu'on appelle l'après-mine. J'ai aussi travaillé sur la sûreté, les analyses de sûreté du stockage géologique des déchets radioactifs et sur les risques naturels au BRGM. Et je suis aujourd'hui directeur du projet d'inventaire national des ressources minérales. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué le jeu. On reste un peu sur notre fin, on a quand même 2-3 questions en plus à vous poser. Déjà, Blandine, c'est pas la première fois qu'on se voit. On vous a déjà accueilli sur le plateau de Science en Question, à l'époque en tant qu'ingénieure-chercheuse métallogéniste. Aujourd'hui, vous avez des fonctions supplémentaires, un poste différent. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a aussi motivé votre intérêt pour vous lancer dans l'inventaire des ressources minérales ? Alors, quand j'étais venue la première fois vous visiter, j'avais travaillé, c'était à l'issue de mes papiers de recherche sur le lithium et sur la différenciation, sur l'inventaire qu'il y avait eu réalisé en Europe, qui était un inventaire vraiment, on appelle ça un desk review parce qu'on se base sur des documents bibliographiques et puis on va compléter un inventaire. Et l'idée de cet inventaire, de ce nouveau projet, c'est de réaliser réellement un inventaire avec des phases de terrain qui me sont chères puisque en fait, quand je travaillais au Canada, je travaillais sur des projets avec la mise en place de phases d'exploration géochimique, géophysique, comme on a pu débattre tout à l'heure. Et donc, effectivement, d'avoir ces phases d'exploration stratégique et tactique, et elles me sont chères puisque c'est vraiment tout ce que j'ai pu apprendre depuis ma sortie d'études. Donc, il y a un peu un aboutissement dans ce projet. Exactement. Vous, Karim, vous êtes passé par pas mal de postes différents au cours de votre carrière, vous l'avez dit. Donc, vous avez travaillé dans le stockage, sur le stockage des déchets radioactifs, la gestion des anciennes mines, aujourd'hui les ressources minérales. Initialement, comment vous vous êtes intéressé à l'ingénierie du sous-sol ? Ça vient d'où cet intérêt-là ? Alors ça a commencé au tout début de ma carrière par le pétrole. Parce qu'après, dans les 30 secondes, j'ai dû raccourcir. Après l'école des mines, j'ai fait l'école du pétrole et des moteurs. Donc moi, je suis d'origine tunisienne et je voulais travailler en Tunisie dans le domaine du pétrole. Mais comme je suis un peu plus âgé que vous, tous là, quand j'ai démarré ma carrière, c'était le contre-choc pétrolier. Le baril coûtait moins de $10. Donc j'ai bifurqué vers autre chose. Donc je démarrais dans un travail de recherche sur la sécurité des chantiers profonds des mines de charbon, à plus de 1000 mètres de profondeur. Hein. Et j'ai travaillé sur l'interprétation des séismes induits par les mines profondes. Essayer de comprendre pourquoi on avait d'explosions au chantier qui mettaient en péril donc, et les personnes et les matériels. Donc j'ai démarré comme ça, puis après j'ai suivi
c'est les opportunités. Il y avait le grand projet d'étude sur la conception d'un stockage de déchets radioactifs avec beaucoup de R&D. Donc j'ai travaillé sur la conception d'expérimentation en souterrain. Et puis j'ai travaillé à l'autorité de sûreté nucléaire aussi. Donc là j'ai appris comment conduire une évaluation de sûreté. Et puis le BRGM un jour m'a appelé parce qu'ils créaient leur département après-mine. Et comme j'avais démarré ma carrière au charbonnage, donc ils ont cherché des gens qui pouvaient prendre une succession sur l'après-mine. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré au BRGM il y a 16 ans. Et le point commun entre vos deux parcours, c'est le fait que vous êtes allés tous les deux beaucoup sur le terrain au début de votre carrière, si je comprends bien. Oui, c'est bien l'intersection entre tous les deux, c'est le fait qu'on aime bien le terrain et puis travailler avec beaucoup de gens. C'est aussi le challenge, le fait de faire travailler des gens de spécialités très différentes. C'est ce qui vous plaît aujourd'hui, très clairement. C'est le moteur ? Très clairement. Et puis avoir un objectif qu'on peut raconter à nos enfants, à nos voisins. Parler de l'inventaire, moi je le fais tout le temps autour de moi et c'est quelque chose qui captive les gens. Quand j'étais sur les risques naturels au BRGM, les séismes, les volcans, l'évolution du trait de côte, tout ça, ça plaît aux gens et c'est bien de donner un sens à ce qu'on fait. Oui, que ça concerne. Je crois que on partage ça. L'autre point aussi, c'est qu'on amène une équipe vers la réalisation. Oui. Et c'est vraiment la réalisation en groupe et en équipe qui est importante et d'emmener cette équipe vers un but en fait. Oui, donc même si vous, à votre poste actuel ou à vos postes actuels, vous allez moins sur le terrain, j'imagine qu'au début de carrière, il y a quand même cette idée de continuer à porter des projets et on trouve une satisfaction aussi dans d'autres aspects, j'imagine. Exactement, oui. Blandine, est-ce que vous avez quelques bons moments à nous partager de moments que vous avez passés sur le terrain ? Alors, en fait, les phases de terrain, ce qui est extrêmement enrichissant, c'est vraiment les rencontres avec les personnes. Je crois que j'en avais déjà évoqué certaines quand j'étais venue la première fois. Sur un camp minier ou d'exploration, on a la chance de rencontrer des gens qui sont venus d'horizons complètement différents, qui ont des histoires complètement différentes et qui sont là, au même endroit que vous, et qui ont le même but que vous. Vraiment, on en revient à cette idée d'amener un projet à la réalisation. Et tout le monde bouge vers cet objectif. Et en fait, j'ai rencontré énormément de monde. Et c'est vraiment cette phase-là, moi, qui m'est vraiment très chère. Parce que j'ai rencontré des Inuits, j'ai rencontré des Cris, qui sont des Premières Nations canadiennes. Et de pouvoir échanger sur nos modes de vie, sur nos cultures qui sont complètement différentes, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très important. La dernière fois qu'on vous a accueilli sur le plateau, vous nous aviez raconté que votre histoire d'amour, entre guillemets, avec la géologie, elle remontait au collège. Est-ce que, voilà, dans une autre vie, si vous aviez dû suivre une autre carrière, vers quoi vous vous seriez dirigé ou est-ce qu'il y a des domaines qui vous auraient attiré Ouais, alors je vais être un peu redondante, hein, mais j'adore le jardin. Et je pense que si vraiment la géologie un jour n'est plus mon domaine de prédilection, je pense qu'effectivement, je prendrai plutôt cette voie. Mais toujours en relation avec la nature. Il y a un aspect naturaliste dans le métier de géologue et cet aspect naturaliste, on le retrouve aussi dans tout ce qui est jardinage. Et voilà. On reste sur le sol. Exactement. Et vous, Karim, est-ce qu'il y a une autre discipline que vous auriez aimé explorer, tester dans votre parcours ? Moi, c'est l'archéologie. Moi, je suis un fan d'histoire et là, j'étais en vacances en Égypte, donc ça m'a encore plus remué et je n'exclus pas, parce que je suis quand même à la fin de ma carrière, de me reconvertir en archéologue amateur. Indiana Jones, peut-être. Voilà. Alors, Karim, vous avez quand même un profil d'ingénieur initialement, mais pendant votre parcours, vous avez occupé pas mal de postes de manager. On dit souvent que c'est des postes un peu moins concrets et que c'est parfois peut-être un peu frustrant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir des postes de management où j'ai toujours réservé un jardin secret, où j'ai pu notamment continuer à faire des expertises et être assez au courant des projets que mes équipes montaient. Donc, je suis un manager qui aime bien la technique. Donc, je trouve que c'est nécessaire.
Je connais aussi de très bons managers qui n'ont fait que du management. Mon prédécesseur au BRGM, à la direction des risques, était un très bon manager et qui avait un sens politique. Mais il le disait très humblement, la technique, c'est pas ça qui l'intéressait. Mais moi, j'ai eu la chance, alors c'est peut-être mon parcours, d'avoir toujours la possibilité de continuer à donner des avis, faire de l'expertise. Et j'aime bien l'expertise. J'ai appris ça dans les métiers de la sûreté nucléaire et je trouve que c'est très enrichissant. De donner un avis circonstancié sur un document, sur une expérience, ça oblige à s'engager et à tenir des délais, à être concis aussi pour éclairer une décision publique. C'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et si vous aviez l'occasion de retourner sur le terrain pour une raison ou pour une autre, est-ce qu'il y a des endroits que vous n'avez pas encore vus et que vous aimeriez bien explorer ? En France ou dans le monde entier? Oui. L'Himalaya. Ouais, ça c'est. Alors déjà en plus, il s'avère qu'il y avait un congrès de géologie qui est un congrès qui se réalise tous les 4 ans. Et l'année du Covid, du début du Covid, il y avait un congrès en Inde et il y avait une excursion dans l'Himalaya. Et normalement, je devais y participer et malheureusement, je n'ai pas pu y participer. Donc c'est peut-être quelque chose à faire prochainement. Eh ben, c'est clair, merci beaucoup. Alors avant de se quitter, vous allez nous partager chacun une recommandation culturelle. On découvre ça tout de suite avec la reco des invités. Alors Blandine, je me tourne vers vous. Quelle est la recommandation que vous voulez nous... Elle n'est pas vraiment culturelle ? Non, alors elle est culturelle et estivale. Je me suis dit que pour des sorties d'été, dans le Géoparc de Haute-Provence, il y a un site qui s'appelle le Vélodrome des Slangons, qui est un bassin sédimentaire qui a été malmené par le temps, qui est un site où en fait il y a une petite balade. Il y a un point haut qui nous permet d'avoir un immense panorama de ce cirque sédimentaire. Et c'est un endroit qui me tient un petit peu à cœur, tout simplement parce que toutes les écoles d'ingénieurs y passent. C'est un site remarquable et peut-être que pour des planifications de vacances estivales, ça pouvait être intéressant. Donc on reste dans le voyage et la découverte de nouveaux lieux. Vous, Karim, qu'est-ce que vous souhaitez nous partager ? Alors je propose le musée de la mine à Wendel. Parce que s'il y a quelque chose qui m'a marqué dans ma carrière, c'est d'avoir côtoyé les mineurs. J'ai eu la chance de travailler avec les derniers mineurs et de descendre pratiquement une fois par mois, même une fois par semaine, dans un chantier minier pour y conduire mes travaux. Et j'ai pu vraiment mesurer et vivre ce qu'on appelle la solidarité des mineurs. Et ce musée de la mine, il a deux volets. Il a un volet où on voit le côté social des mines. Comment la mine, parce que souvent on présente la mine comme quelque chose d'archaïque, Zola. Or, c'est les mineurs qui ont eu souvent les droits sociaux avant tous les autres. Et juste une anecdote, en Afrique du Sud, l'apartheid, il a arrêté d'abord dans les mines. C'est souvent les compagnies minières qui ont élevé socialement sur des métiers d'ingénieurs la majorité noire d'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Et donc c'était la même chose pour les mines en France. Les mineurs avaient des droits sociaux avant tous les autres. Donc il y a ce volet-là, et il y a le volet technique, où il y a une super reconstitution de chantier minier. Vous avez l'impression de descendre au fond d'une mine, et c'est extrêmement bien reconstitué. Et en plus, ils ont la chance d'avoir d'anciens mineurs, de jeunes retraités, qui font visiter, qui se mettent en tenue, qui font visiter les chantiers qu'ils ont conduits il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et Wendel, ça se situe où exactement ? C'est pas très loin de Frémin-Merlebach. Ça, vous allez me dire, c'est où ? C'est à une demi-heure de Metz. C'est-à-dire qu'on peut y aller en TGV. En plus, à Metz, il y a le centre Pompidou. Et c'est un lieu de vacances. Si on va vers l'Alsace, par exemple. En plus, il y a la ville de Saarbrück en Allemagne qui est juste à côté, qui est agréable. Bon, voilà. Comme ça, on a des recommandations pour les sorties pendant les vacances. Merci. Merci à tous les deux. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Science en question, tout aussi passionnant. Ciao les sorciers.